Le vent souffle sur une colline battue par le temps. Au loin, les oiseaux calmes scintillent sous un ciel d'Asie mineure. Il n'y a plus de cité ici. Plus de cris, plus de chants, plus de murs. Juste des pierres, des fragments d'histoire. Et pourtant, quelque chose subsiste, une présence, un nom presque murmuré par la terre. Troie. Ici, sur cette élévation modeste de la plaine d'Isserlik, en Turquie moderne, se dressait jadis une cité légendaire. Troie. Une cité à la fois réelle et imaginaire, dont le nom hante les récits depuis plus de 3000 ans. Et c'est ici que commence notre voyage. Un voyage dans le temps, dans la mémoire collective. Un voyage sur les traces d'un homme dont l'histoire a traversé les âges. Ulysse. Mais avant le héros, avant l'Odyssée, il y a eu la guerre. Et cette guerre commence par une pomme. Selon la tradition grecque, tout débute lors des noces de Thétis et de Pélée. Tous les dieux sont conviés, tous, sauf Eris, la déesse de la discorde. Vexée, elle jette parmi les convives une pomme d'or, gravée de ces mots « à la plus belle ». 3 déesses se disputent la récompense, Héra, Athéna et Aphrodite. Incapables de trancher, les dieux confient ce choix à un mortel, Paris, prince troyen, éleveur de troupeaux sur les pentes du mont Ida. Chacune tente de l'influencer. Héra lui promet la puissance, Athéna la sagesse et la victoire en guerre. Aphrodite, elle, lui offre l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Paris choisit l'amour, et avec lui, le destin d'un peuple bascule, car Hélène est déjà mariée. Elle est l'épouse du roi Ménélas, frère d'Agamemnon, roi de Mycène. Lorsque Paris l'enlève, ou la séduit selon les versions, il déclenche la colère des Grecs. Une armée est levée, des dizaines de cités, des centaines de navires. Et des noms qui résonnent encore aujourd'hui. Achille, le fils de Thétis, invincible tant qu'il n'est pas frappé au talon. Ajax, le guerrier gigantesque. Agamemnon, le stratège implacable. Et Ulysse, roi d'Ithaque, homme d'esprit, maître des mots et des détours. Ils traversent la mer Égée, ils débarquent sur les plages du trône, et pendant 10 longues années, ils assiègent la cité. Mais Troie résiste. Derrière ses murailles, hautes et épaisses, la ville tient bon. Chaque camp subit ses pertes. Achille tue Hector, le fils de Priam, le défenseur de la ville. Mais lui aussi périra, frappé par une flèche guidée par les dieux. Dix années de guerre, 10 années de mort, de sièges, de prières. Les âmes s'épuisent, le temps use les armes, les esprits et même les héros. Mais toujours la même muraille, infranchissable, implacable, inébranlable. Alors, Ulysse propose autre chose, une idée presque impensable. Non pas un assaut, mais un abandon, un départ, une fuite, une mise en scène. Les Grecs, sous son conseil, simulent leur retraite. Ils brûlent leurs tentes, sabordent quelques navires, effacent leurs traces. Puis, ils laissent derrière eux un étrange monument, un cheval de bois gigantesque dressé à l'entrée du camp déserté. Un cadeau, semble-t-il, offert à la déesse Athéna pour obtenir son pardon et garantir un retour serein. Mais ce cheval est creux, et à l'intérieur, Ulysse, accompagné d'une poignée de guerriers triés sur le volet, s'est dissimulé. Ils attendent dans le silence. La ruse est risquée, et dans la cité les avis sont partagés. Certains, comme Lacoune, prêtre de Poséidon, s'opposent fermement à l'entrée du cheval. Il s'écrie « Je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux !» Mais soudain, 2 serpents surgissent de la mer et l'étranglent avec ses fils. Un présage terrible, un signe que les dieux peut-être désapprouvent ses paroles. Dès lors, le doute n'est plus permis. Priam, le vieux roi, accepte donc l'offrande. Les portes de Troie s'ouvrent. Le cheval est tiré dans la cité, acclamé par la foule. La nuit tombe. Les Troyens, persuadés de leur victoire, célèbrent la fin du siège. Ils festoient, ils chantent, ils s'endorment. Et, à minuit passé, alors que tout dort, ils croient dormir,
Le ventre du cheval de bois s'ouvre. Ulysse et ses hommes glissent hors du bois. Ils descendent dans l'ombre, traversent les rues, rejoignent les portes. Là, ils les déverrouillent. Et c'est alors que l'enfer s'abat. Les Grecs, revenus discrètement à la faveur de la nuit, pénètrent dans la cité ouverte. Ils massacrent les gardes, ils brûlent les temples, ils tuent, pillent, ravagent. Aucun quartier n'est épargné. Priam est égorgé par Néoptolème sur l'autel de Zeus, Cassandra, la prophétesse, violée dans le sanctuaire d'Athéna, les enfants jetés des murailles, les femmes prises comme butin. Troie est morte. Ainsi tomba la cité haute tout, non sous le fracas des arts, mais sous la ruse des hommes, sous la ruse d'Ulysse. Au petit matin, Troie n'est plus qu'un champ de cendres. La cité aux mille richesses, aux remparts inviolés, s'est effondrée sous la tromperie, et celui que l'on désigne comme le vainqueur ne brandit ni épée ni lance. C'est Ulysse, celui qu'Homère appellera Polyméthiste, l'homme aux mille ruses, ni les plus forts, ni le plus rapide, mais peut-être le plus rusé de tous. Il est roi d'une petite île, Ithaque, un royaume modeste, au sol sec, battu par les vents. Il y a laissé une épouse, Pénélope, un fils, Télémaque, et l'espoir d'un retour rapide, après une guerre qu'il n'avait pas voulu. Car Ulysse, dit-on, avait feint la folie pour ne pas partir. On raconte qu'il labourait la plage en traînant une charrue vide jusqu'à ce qu'on y place son fils nouveau-né. Il s'arrêta net, sa ruse fut percée à jour, et il embarqua. Durant 10 années, il servit les Grecs avec une fidélité mêlée d'ironie. Il complota, négocia, mentit parfois. Il sut convaincre, là où d'autres criaient. C'est lui qui démasqua Achille, déguisé en femme à Skyros. Lui qui négocia les alliances, coordonna les stratégies. Et enfin, lui qui imagina le cheval, la ruse ultime. Mais cette victoire, bien qu'éclatante, a un prix. On ne dupe pas une cité entière sans que les dieux s'en mêlent. On ne brûle pas Troie impunément. Et l'homme qui a trompé les Troyens trompera aussi les destins. Car les dieux, eux, n'oublient rien. Alors que les autres rois rentrent chez eux, certains triomphants, d'autres maudits, Ulysse embarque avec ses hommes. Il quitte les ruines fumantes de Troie, le regard tourné vers l'ouest, vers Ithaque, vers la mer. Mais pour Ulysse, le retour ne fait que commencer. 10 années d'errance, de tempêtes, de rencontres mythiques. Bientôt, nous vous emmènerons sur les traces de cet autre voyage, celui de l'homme qui voulait simplement rentrer chez lui. Donc, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Pourtant, ce récit qui constitue l'Iliade d'Homère n'est-il qu'un mythe? Pendant des siècles, Troie n'a vécu que dans la mémoire des hommes. Dans les récits transmis oralement, dans les poèmes chantés au coin du feu. Une cité presque irréelle, façonnée par les mots des Aèdes. Un mythe, une légende, une énigme. Puis vint un homme, un archéologue passionné, Heinrich Schliemann. Au milieu du XIXe siècle, il entreprit ce que beaucoup considéraient comme une quête impossible, retrouver Troie. Sur la colline d'Isarlik, il creusa, dégagea, fouilla. Il ne trouva pas une ville, mais 9. Empilées les unes sur les autres, les cités d'Isarlik racontent des millénaires d'histoire. Des incendies, des reconstructions, des conquêtes, des paix fragiles. L'une d'elles, qu'on appelle 3-6 ou 7A, semble correspondre à la cité décrite par Homère. Des murailles imposantes, des palais en ruine, des traces de sièges, des objets, armes, bijoux céramiques témoignent d'une civilisation raffinée, ouverte sur le monde. Mais la question demeure, le poète a-t-il simplement tissé une fiction, ou a-t-il chanté la mémoire d'un passé réel, déformé par le temps et la légende? Troie est-elle le théâtre d'une guerre historique, ou le symbole d'un combat universel, celui de la fragilité humaine face au destin? Cette tension entre histoire et mythe nourrit depuis toujours notre fascination. Et c'est dans cette double lecture, celle des pierres et celle des mots, que se situe la magie de Troie. Nous avons arpenté ces ruines, écouté ces silences. Sur ces terres, l'écho d'Ulysse résonne encore, mais son voyage ne s'arrête pas là. Le périple d'Ulysse, lui, continue.
Une odyssée sans fin, au-delà des mers, au-delà des siècles. Un homme, une légende, un mythe qui nous entraîne toujours plus loin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez et partagez, puis abonnez-vous à la chaîne pour en découvrir plus sur ces thématiques. Rendez-vous très bientôt pour le 2e épisode de cette série. Je vous attends nombreux.